Lorsqu'un homme arrête de poursuivre, de supplier, de s'annuler et commence à vivre comme si cette histoire n'avait jamais eu lieu, quelque chose se brise dans sa tête à elle. Elle commence à ressentir le poids de sa propre décision. Et alors elle réalise, elle a perdu quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû perdre. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas de la manipulation bon marché. C'est le comportement masculin qui déclenche un regret authentique chez elle, car il touche à quelque chose qu'aucune femme ne s'attend à affronter, l'indifférence réelle d'un homme qui est passé à autre chose. À partir de maintenant, vous entendrez tout ce que les médias vous cachent, la vérité cachée que beaucoup craignent de dire ouvertement. C'est pourquoi, abonnez-vous immédiatement à la chaîne, activez la cloche, laissez votre like et commentez de quelle ville vous nous suivez, pour que l'algorithme pousse cette vidéo vers plus d'hommes qui sont aveugles face à la réalité que nous montrons ici. Il ne sert à rien que vous vous réveilliez seul, nous devons créer un réseau d'hommes conscients et informés. Maintenant, passons à ce qui compte vraiment. Première attitude, laisser échapper dans la légende d'une photo soirée intéressante. Cette tactique apparemment simple porte un poids psychologique profond qui peut ébranler même la femme la plus froide et distante. Lorsque vous postez une photo avec la légende soirée intéressante, vous ouvrez un portail de 1000 possibilités dans son esprit, sans révéler absolument rien de concret. L'ambiguïté est l'arme la plus puissante dans ce contexte, car le cerveau humain, surtout lorsqu'il y a un lien émotionnel impliqué, tend à combler les lacunes avec les pires scénarios possibles. Elle va commencer à imaginer avec qui vous étiez, ce que vous faisiez, s'il y avait d'autres femmes impliquées, et surtout, pourquoi vous semblez si bien sans elles. L'intéressant de cette stratégie est que vous ne mentez pas, vous n'êtes pas agressif, vous ne provoquez pas directement, vous vivez simplement et partagez un fragment de votre vie de manière mystérieuse et intrigante. Le pouvoir de cette attitude réside dans le fait qu'elle démontre un changement complet dans votre comportement. Si auparavant vous étiez prévisible, disponible et transparent, maintenant vous êtes devenu une énigme. Cette transformation éveille en elle quelque chose de primitif, la peur de la perte et le désir de reconquérir ce qu'elle a eu. Lorsqu'elle voit cette légende, surtout si vous étiez toujours disponible avant, elle réalise qu'elle a perdu le contrôle sur vous et sur la situation. La femme froide, qui était habituée à vous avoir dans sa paume, se retrouve soudain face à un homme qui non seulement avance, mais qui profite clairement de la vie d'une manière qu'elle ne peut plus suivre ou contrôler. Cela génère une inquiétude profonde, une démangeaison mentale qu'elle ne peut gratter, et plus elle essaie de découvrir ce qu'était cette soirée intéressante, plus elle s'implique émotionnellement à nouveau. De plus, cette attitude fonctionne parce que vous démontrez que votre vie ne s'est pas arrêtée après son éloignement. Beaucoup de femmes, surtout celles qui agissent avec froideur, le font justement parce qu'elles croient que vous allez rester immobile, souffrant, attendant pour elles. Elles testent votre valeur à travers la distance, espérant que vous suppliez, poursuiviez ou démontriez du désespoir. Lorsque vous faites le contraire, lorsque vous continuez simplement à vivre et en plus suggérez que vous avez des expériences intéressantes, vous inversez complètement le jeu. Elle commence à se demander si elle était vraiment si importante, si vous vous souciez vraiment tant, et surtout, si elle n'a pas commis une erreur en s'éloignant. Ce type de doute est corrosif pour l'ego féminin, surtout lorsqu'elle était confiante que vous l'attendriez les bras ouverts. Enfin, le timing et la fréquence avec laquelle vous utilisez cette stratégie sont également cruciaux. Ce ne peut pas être tous les jours, cela ne peut pas sembler forcé ou désespéré pour de l'attention. Cela doit être sporadique, naturel, comme si vous partagiez simplement un moment de votre vie sans trop y penser. Cette authenticité apparente est ce qui rend la tactique dévastatrice. Si elle perçoit que vous faites cela juste pour la provoquer, l'effet se perd complètement. Mais si cela semble authentique, si cela semble vraiment que vous vivez bien et que cette soirée était vraiment intéressante, indépendamment d'elle, alors l'impact psychologique sera maximal. Elle va commencer à traquer votre profil, à demander à des amis communs, à essayer de découvrir des détails, et chaque action dans cette direction est une preuve supplémentaire que vous avez récupéré le contrôle de la situation. Son regret commence justement à ce point, lorsqu'elle réalise que vous n'avez plus besoin d'elle pour être heureux et intéressant. Deuxième attitude. Sortez avec des amis dans des bars et lounges, des endroits qu'elle détestait que vous fréquentiez. Cette attitude est particulièrement efficace car elle touche deux points sensibles simultanément. Premièrement, elle démontre que vous ne suivez plus les règles ou limitations qu'elle imposait dans la relation. Deuxièmement, elle montre que vous vous exposez à des environnements sociaux où d'autres femmes sont présentes et disponibles. Lorsque vous commencez à fréquenter exactement les endroits qu'elle détestait que vous fréquentiez, vous envoyez un message subliminal puissant. Je n'ai plus besoin de ton approbation pour vivre ma vie. C'est particulièrement impactant si pendant la relation vous évitiez ces endroits justement pour lui plaire ou éviter les conflits. Maintenant, en les fréquentant librement, vous démontrez que cette dynamique de contrôle est terminée et que vous avez reconquis votre autonomie complète.
Pour une femme froide qui exerçait probablement un certain niveau de contrôle sur vous, cette perte d'influence est extrêmement perturbante. L'aspect social de cette attitude ne peut pas non plus être sous-estimé. Les bars et lounges sont des environnements de socialisation, de flirt et de nouvelles connexions. Lorsque vous postez des photos ou des stories de ces endroits, surtout avec des amis s'amusant vraiment, vous montrez que votre vie sociale est vibrante et active. Cela contraste fortement avec l'image qu'elle avait probablement de vous comme quelqu'un qui resterait à la maison, triste et isolé après la rupture ou l'éloignement. De plus, ces environnements portent une connotation sexuelle et romantique implicite. Ce sont des endroits où les gens vont pour rencontrer d'autres personnes, flirter, se connecter. Même si vous ne faites absolument rien d'autre que boire une bière avec des amis, la simple présence dans ces environnements suffit déjà à planter la graine de l'insécurité dans son esprit. Elle sait que dans ces endroits il y a d'autres femmes, certaines probablement intéressées par vous, et que vous êtes disponible et apparemment réceptif à de nouvelles expériences. De plus, cette attitude fonctionne comme une démonstration que vous avancez et reconstruisez votre vie sociale, quelque chose que beaucoup de gens négligent après des ruptures ou éloignements. Lorsque vous fréquentez ces endroits avec des amis, vous signalez que vous avez un réseau de soutien, que vous êtes socialement désirable, que vous n'êtes pas seul à pleurer à la maison. C'est extrêmement attirant du point de vue psychologique, car les gens valorisent ce que les autres valorisent aussi. Si vos amis veulent passer du temps avec vous, si vous êtes inclus dans des événements sociaux, si vous vous amusez clairement dans des environnements qu'elle interdisait, alors vous devenez automatiquement plus précieux à ses yeux. C'est le principe de la rareté et de la validation sociale opérant simultanément. Elle commence à penser, peut-être ai-je sous-estimé sa valeur. Peut-être d'autres femmes voient en lui quelque chose que je ne voyais pas. Peut-être ai-je commis une erreur en l'éloignant. Enfin, il y a un élément de vengeance psychologique subtil mais puissant dans cette attitude. En faisant exactement ce qu'elle détestait, vous démontrez que ses objections et jalousies n'ont plus de pouvoir sur vous. Pendant la relation, peut-être avez-vous cédé à ses insécurités, évité ces endroits pour maintenir la paix, sacrifié une partie de votre liberté sociale. Maintenant, en récupérant complètement cette liberté, vous inversez la dynamique de pouvoir. Elle réalise qu'elle a perdu non seulement vous, mais aussi l'influence qu'elle avait sur vos choix et comportements. Cela génère un sentiment d'impuissance en elle, et conséquemment, un désir de récupérer ce contrôle. Le regret surgit lorsqu'elle comprend qu'en s'éloignant de vous, elle n'a pas seulement perdu la relation, mais elle vous a aussi libéré de toutes les restrictions qu'elle imposait. Maintenant vous êtes libre, heureux, socialisé et potentiellement disponible pour d'autres femmes dans les endroits exacts qu'elle a toujours craints. L'ironie de la situation est dévastatrice pour son ego. Troisième attitude, poster une photo torse nu, en train de s'entraîner, mais avec un air de « je m'en fiche ». C'est l'une des stratégies les plus visuellement impactantes et psychologiquement calculées que vous puissiez employer. Lorsque vous postez une photo torse nu à la salle de sport, vous faites plusieurs déclarations simultanées sans avoir besoin de dire un seul mot. Premièrement, vous montrez que vous investissez en vous-même physiquement, ce qui est toujours attirant du point de vue évolutif et social. Deuxièmement, vous démontrez de la discipline, de l'engagement et des soins personnels, des qualités extrêmement valorisées. Troisièmement, et peut-être plus important, vous signalez que vous vous préparez à être dans votre meilleur état pour d'autres personnes, pas pour elles. L'expression de « je m'en fiche » est cruciale ici car elle transmet authenticité et détachement. Vous ne vous entraînez pas désespérément pour l'impressionner ou la reconquérir, vous vous entraînez parce que vous voulez, parce que vous êtes concentré sur vous-même, parce que vous construisez la meilleure version de vous indépendamment de toute relation. Cette indifférence authentique est immensément attirante et perturbante en même temps. Le contexte de la salle de sport porte également des significations spécifiques dans l'imaginaire féminin. Les salles de sport sont des environnements sociaux où les corps sont exposés, où il y a une culture d'attraction et de regard, où les connexions se font naturellement. Lorsqu'elle vous voit dans cet environnement, améliorant votre physique, elle imagine automatiquement d'autres femmes vous voyant aussi. Elle pense aux instructrices, aux autres élèves, aux personnes qui fréquentent le même espace que vous et qui ont maintenant un accès visuel à votre corps en développement. Cela éveille de la jalousie rétroactive et prospective simultanément. Elle regrette de ne plus être avec vous pour profiter de ce corps amélioré, et craint que d'autres femmes le fassent. De plus, l'amélioration physique est une preuve visuelle et indéniable que vous évoluez, grandissez, devenez plus attirant, alors qu'elle ne fait plus partie de ce voyage. Cela génère un FOMO, Fear of Missing Out, intense. Elle rate la version améliorée de vous qu'elle aurait elle-même pu motiver ou apprécier. Le naturel de la photo est un autre élément critique. Cela ne peut pas ressembler à une tentative désespérée d'attention ou à une photo clairement posée, éditée.
Cela doit ressembler à un enregistrement casual de votre processus, presque comme si vous aviez partagé sans trop y penser, juste en documentant votre routine. Cela peut être un miroir de la salle avec vous en arrière-plan. Cela peut être un selfie rapide post-entraînement avec la congestion naturelle. Cela peut même être une photo qu'un ami a prise pendant que vous étiez concentré. L'important est que cela transpire l'authenticité et la concentration authentique sur votre processus d'évolution personnelle. Lorsque la photo a cette qualité de « je n'essaie pas d'impressionner qui que ce soit, je vis juste », l'impact psychologique sur elle est beaucoup plus grand. Elle réalise que vous êtes vraiment concentré sur vous-même, pas sur elle, et c'est terriblement attirant car cela démontre de l'estime de soi et du but. Les femmes, surtout les plus froides et calculatrices, sont extrêmement attirées par les hommes qui ont leurs propres objectifs et missions indépendants des relations. Enfin, cette attitude fonctionne parce qu'elle touche l'instinct compétitif féminin d'une manière très spécifique. Lorsqu'elle vous voit vous améliorer physiquement, elle se compare automatiquement à d'autres femmes et pense « il se prépare pour conquérir quelqu'un de mieux que moi » ou « il va utiliser ce corps pour impressionner d'autres ». Cela crée une urgence émotionnelle en elle, un désir d'agir avant qu'il ne soit trop tard, avant que vous ne trouviez effectivement quelqu'un qui valorise la version améliorée de vous. Son regret s'intensifie parce qu'elle comprend qu'elle a perdu non seulement le vous du passé, mais aussi le vous du futur, un homme plus fort, plus confiant, plus discipliné et vraisemblablement plus attirant pour d'autres femmes. À chaque photo que vous postez montrant des progrès physiques, vous sous-communiquez « je deviens plus précieux pendant que vous ne faites plus partie de ma vie », et ce message, même s'il n'est jamais verbalisé, est absolument dévastateur pour son ego. Quatrième attitude, si elle envoie un message, ignorez et répondez le lendemain. C'est peut-être l'une des tactiques les plus psychologiquement sophistiquées et efficaces de la liste, car elle joue directement avec les attentes, l'anxiété et les modèles de communication modernes. Nous vivons à l'ère de la réponse instantanée, où les gens s'attendent à être servis immédiatement, surtout dans les relations ou avec des personnes avec qui ils ont un historique intime. Lorsque vous brisez délibérément ce modèle, surtout si avant vous aviez l'habitude de répondre rapidement, vous envoyez un message sans équivoque, elle n'est plus une priorité. C'est dévastateur pour quelqu'un qui était habitué à avoir votre attention disponible quand il le voulait. La période entre le moment où elle envoie le message et vous répondez le lendemain est un vide psychologique où son esprit travaille des heures supplémentaires à créer des narratifs, des interprétations et des scénarios. Elle pense, pourquoi n'a-t-il pas répondu? Que fait-il? Avec qui est-il? M'ignore-t-il délibérément ou n'a-t-il vraiment pas vu? Est-il avec quelqu'un d'autre? Chacune de ces questions sans réponse augmente la valeur perçue que vous avez à ses yeux. Le pouvoir de cette stratégie réside dans l'inversion complète du script habituel des ruptures et éloignements. Normalement, celui qui a été quitté ou qui est ignoré est celui qui est désespéré pour le contact, envoyant des messages, cherchant des réponses, essayant de maintenir la communication vivante. Lorsque vous inversez cela et devenez celui qui contrôle le temps et la disponibilité de la communication, vous assumez automatiquement une position de pouvoir dans la dynamique. Elle, qui s'est probablement éloignée en espérant que vous couriez après, se retrouve soudain dans la position de chercher votre attention et de ne pas la recevoir comme prévu. C'est profondément déstabilisant pour son ego, surtout si elle est du type froid et contrôleur qui testait votre valeur à travers la distance. En ne répondant pas immédiatement, vous passez son test d'une manière qu'elle n'attendait pas, en démontrant que vous avez de l'autocontrôle, que vous n'êtes pas désespéré, que votre vie continue même sans sa présence ou attention. De plus, cette tactique fonctionne parce qu'elle respecte un principe fondamental de la psychologie de l'attraction. Les gens valorisent ce qui est difficile à obtenir. Lorsque vous étiez toujours disponible, répondant toujours rapidement, toujours présent, vous étiez prévisible, et par conséquent, moins précieux dans sa perception inconsciente. Mais lorsque vous introduisez de la rareté dans votre disponibilité, lorsque vos réponses deviennent quelque chose qu'elle doit attendre et ne peut plus compter comme acquis, vous devenez automatiquement plus désirable. C'est le même principe qui rend les produits en édition limitée plus précieux, ou qui fait que les restaurants avec de longues files d'attente semblent plus spéciaux. Le retard dans la réponse sous-communique, mon attention est une ressource précieuse, et vous devez attendre pour elle comme tous les autres. Cela vous place dans une position de haute valeur et elle dans une position de devoir concourir pour votre attention, inversant complètement la dynamique antérieure de la relation. Enfin, il est crucial de comprendre que cette attitude ne doit pas être utilisée de manière trop artificielle ou calculée, car si elle perçoit que vous jouez simplement, l'effet se perd. Le retard dans la réponse doit sembler naturel, comme si vous étiez vraiment si occupé et impliqué dans votre propre vie que vous n'avez simplement pas vu ou n'avez pas eu le temps de répondre immédiatement. Ne répondez pas avec des excuses élaborées ou des explications détaillées sur pourquoi cela a pris du temps, cela démontrerait que vous vous souciez de ce qu'elle pense de votre retard.
Répondez simplement naturellement, comme si c'était votre rythme normal de communication maintenant. Cela peut être une réponse courte, cordiale mais pas effusive, sans émoji excessif ou démonstration d'enthousiasme. Cela renforce le message que vous vivez votre vie, et elle n'en est qu'une petite partie non prioritaire. Son regret surgit lorsqu'elle réalise qu'elle a perdu l'accès instantané à vous, que ces messages n'ont plus le pouvoir de vous faire arrêter ce que vous faites pour répondre immédiatement, et que vous êtes devenu quelqu'un d'émotionnellement inaccessible et distant d'une manière qu'elle ne peut plus contrôler ou inverser facilement. 5e attitude. Poster une photo d'un lit bien fait, neutre, mais suspect. L'ambiguïté est une arme psychologique puissante lorsqu'elle est bien utilisée. En postant une photo d'un lit parfaitement fait, avec des draps neutres, des oreillers alignés et peut-être une lumière douce entrant par la fenêtre, vous créez un scénario qui éveille son imagination de manière dévastatrice. Il n'y a personne sur la photo, pas de preuves concrètes, mais la simple présence de ce lit impeccable à un moment spécifique du jour ou de la nuit suffit déjà à planter des graines de doute dans son esprit. Elle commencera à se demander « Pourquoi a-t-il posté ça ? Qui était là ? Est-il avec quelqu'un ?» La beauté de cette stratégie réside justement dans le vide délibéré. Vous ne confirmez rien, vous ne niez rien, vous laissez simplement l'anxiété et la curiosité faire le sale boulot pour vous. Cette photo apparemment innocente se transforme en une déclaration silencieuse que votre vie continue, que vous avez une routine, que vous êtes à l'aise avec vous-même, et surtout, que vous pouvez ou non être accompagné. Le pouvoir de cette attitude réside dans la façon dont elle touche l'ego féminin et l'instinct territorial qui existent dans toute relation, même après la rupture. Lorsqu'une femme voit que vous vivez bien, que votre espace est organisé et que vous semblez être en paix, cela contredit complètement le narratif qu'elle a créé dans sa tête, celui dans lequel vous souffririez, perdu sans elle, incapable d'avancer. Le lit bien fait est un symbole puissant de stabilité, de routine établie, de quelqu'un qui n'est pas dans le chaos émotionnel. Et lorsque cette image vient accompagnée d'une légende ambiguë ou d'aucune légende, l'impact est encore plus grand. Elle va analyser chaque détail, le type de drap, la décoration en arrière-plan, l'heure de la publication, essayant de trouver des indices sur votre nouvelle réalité. Et plus elle cherche, plus elle se perd, parce que vous n'avez délibérément pas donné assez d'informations pour qu'elle monte le puzzle complet. Cette stratégie fonctionne parce que les femmes froides prennent généralement des décisions rationnelles de rupture en croyant qu'elles pourront toujours revenir quand elles voudront, que vous serez là à attendre, disponible, figé dans le temps. Lorsque vous brisez cette attente avec une simple photo qui suggère la continuité, l'évolution et la possibilité d'une autre présence dans votre vie, vous détruisez le confort psychologique qu'elle avait. Soudain, elle n'a plus le contrôle de la situation. Elle ne sait plus si vous êtes toujours attaché aux anciens sentiments ou si vous avez complètement avancé. Et cette incertitude est torturante pour quelqu'un qui s'est toujours senti aux commandes. Le lit bien fait devient un miroir où elle voit refléter sa propre non-pertinence. Vous n'êtes pas désordonné, vous n'êtes pas détruit, vous êtes simplement bien. Et cela la perturbe profondément car cela contredit tout ce qu'elle attendait. Le timing de cette publication est également crucial. Elle doit se produire à un moment où elle surveille encore vos réseaux sociaux, attend encore de voir des signes de souffrance ou des tentatives de reconquête. Lorsque, au lieu de cela, elle se confronte à cette image de tranquillité domestique et de compagnie potentielle, le choc est immense. Ne répondez pas aux questions indirectes, ne donnez pas d'explications. Ne tombez pas dans le piège de vous justifier si elle vient avec des insinuations. Maintenez le mystère intact, laissez le doute corroder sa tranquillité d'esprit. Cette attitude n'est pas une provocation explicite, il s'agit de montrer que vous êtes un homme complet, que votre vie a son propre rythme, que vous n'êtes pas dans une pièce sombre à pleurer dans les coins. Le lit bien fait dit tout cela sans prononcer un mot, et le silence éloquent de ce message va résonner dans sa tête pendant des jours, des semaines, jusqu'à ce qu'éventuellement la curiosité et le regret deviennent trop grands pour qu'elle les ignore. 6e attitude, réagissez avec indifférence à sa jalousie, cela détruit psychologiquement. Lorsqu'elle commence à montrer de la jalousie, que ce soit par des insinuations sur les réseaux sociaux, des questions déguisées, des commentaires acides ou même des confrontations directes, votre réaction doit être d'indifférence émotionnelle absolue. Ne soyez pas content qu'elle soit jalouse, ne vous montrez pas irrité, n'essayez pas d'expliquer ou de justifier quoi que ce soit. Répondez simplement avec naturel et désintérêt authentique, comme si elle commentait la météo ou un programme télévisé quelconque. Cette posture neutre est dévastatrice car elle lui refuse la validation émotionnelle qu'elle recherche inconsciemment lorsqu'elle manifeste de la jalousie. Elle veut voir qu'elle a encore du pouvoir sur vous, que vos émotions sont encore influencées par elle, qu'elle compte encore assez pour générer une réaction quelconque. Lorsque vous n'offrez pas cela, lorsque vous haussez simplement les épaules métaphoriques et continuez avec votre vie, vous la laissez dans un vide psychologique extrêmement inconfortable.
L'indifférence authentique est différente de prétendre que vous ne vous souciez pas alors qu'à l'intérieur vous bouillonnez. Les femmes ont une intuition aiguë pour détecter la fausseté, donc vous devez vraiment arriver à un point où sa jalousie ne vous affecte pas, ne vous flatte pas, ne vous irrite pas, elle ne signifie tout simplement rien. Lorsqu'elle réalise que ses tentatives de provoquer une réaction tombent dans le vide, que vous ne concourez pas pour son attention, que vous n'essayez pas de prouver quoi que ce soit, elle commence à questionner sa propre valeur et son propre impact sur votre vie. Sa jalousie devient un miroir cruel qui reflète sa propre insécurité. Si vous ne réagissez pas, c'est peut-être parce que vous ne vous souciez vraiment plus. Et cette possibilité est terrifiante pour quelqu'un qui s'attendait toujours à pouvoir revenir quand il le voulait. L'indifférence communique quelque chose que les mots ne pourraient jamais, que vous avez avancé non pas comme stratégie, mais comme réalité. Psychologiquement, cette attitude attaque directement le besoin humain de pertinence et d'impact. Nous voulons tous sentir que nos actions ont des conséquences, que nos émotions provoquent des réponses chez les autres, surtout chez des personnes qui ont été importantes pour nous. Lorsque vous lui refusez cela, lorsque vous refusez d'entrer dans le jeu émotionnel qu'elle essaie de créer, vous dites essentiellement sans mots. Tu n'as plus d'autorité sur moi, ton opinion ne façonne pas mes décisions, ta jalousie ne me flatte ni ne me dérange, tu n'es tout simplement plus un facteur pertinent dans mon équation de bonheur. Ce message subliminal est beaucoup plus puissant que n'importe quelle discussion enflammée ou tentative de lui faire ressentir de la jalousie en retour. Parce que vous ne jouez pas contre elle, vous avez complètement quitté le jeu, et cela la laisse en compétition seule, criant dans le vide. La destruction psychologique se produit parce que les femmes froides opèrent généralement à partir d'une position de contrôle perçue. Elles croient pouvoir s'éloigner quand elles veulent et revenir quand c'est pratique, car elles partent du principe que vous serez toujours là, les désirerez toujours, réagirez toujours à elles. Votre indifférence brise complètement ce paradigme. Lorsqu'elle essaie de provoquer de la jalousie et que vous répondez avec un « ah », cool ou ne répondez tout simplement absolument rien. Lorsqu'elle vous voit interagir normalement avec d'autres personnes sans aucune culpabilité ou besoin de vous cacher, elle réalise qu'elle a perdu quelque chose qu'elle ne pourra peut-être pas récupérer. Et cette conscience, cette réalisation qu'elle a peut-être jeté quelque chose de précieux en présumant que ce serait éternel et disponible, est ce qui éventuellement la ramène repentante. L'indifférence n'est pas de la cruauté, c'est de l'autoprotection et de la libération. Et paradoxalement, c'est justement cette libération authentique qui la magnétise vers vous. 7e attitude, ne courez pas après lorsqu'elle s'éloigne. Lorsqu'elle s'éloigne, que ce soit physiquement, émotionnellement ou sur les réseaux sociaux, votre instinct naturel peut être de courir après, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, de chercher une réconciliation ou au moins des explications. Cet instinct doit être complètement ignoré. Ne courez pas après. N'envoyez pas de message lui demandant si elle va bien, n'apparaissez pas dans les endroits qu'elle fréquente, n'essayez pas de forcer des conversations ou des rencontres. Laissez son éloignement être complet et définitif de votre côté aussi. Lorsqu'une femme s'éloigne en espérant que vous couriez après et que vous n'apparaissez tout simplement pas, ne suppliez pas, ne démontrez pas de désespoir, vous inversez complètement la dynamique de pouvoir qu'elle croyait avoir établie. Elle a créé un test, consciemment ou inconsciemment, pour mesurer combien de pouvoir elle a encore sur vous, combien vous la désirez encore, à quel point vous êtes disposé à vous humilier pour la garder près. Lorsque vous ne participez pas à ce test, lorsque vous la laissez partir sans drame ni poursuite, vous passez un message clair, vous respectez ses décisions, y compris la décision de sortir de votre vie. Cette attitude est contre-intuitive car la peur de l'abandon et l'anxiété de la perte nous font vouloir tenir fermement ce qui s'échappe. Mais dans les dynamiques d'attraction, surtout avec les femmes qui ont un profil plus froid et contrôleur, courir après ne fait que confirmer qu'elle avait raison de s'éloigner, que vous êtes prévisible, désespéré, émotionnellement dépendant d'elle. Chaque message non envoyé, chaque impulsion d'apparaître à laquelle vous résistez, chaque nuit où vous ne vérifiez pas son profil est une brique construisant votre forteresse de valeur propre. Et elle va percevoir cette construction à distance. Elle va remarquer que vous n'avez pas supplié, ne vous êtes pas rabaissé, n'avez pas perdu votre dignité. Et cette perception va corroder la certitude qu'elle avait de prendre la bonne décision. Parce que si vous n'avez pas couru après, peut-être ne vous souciez-vous pas autant qu'elle pensait. Ou pire pour son ego, peut-être vous souciez-vous mais avez assez d'amour-propre pour ne pas vous traîner, ce qui vous rend infiniment plus précieux à ses yeux. Le pouvoir de cette attitude réside dans la façon dont elle inverse le narratif de qui a perdu quoi. Initialement, lorsqu'elle s'éloigne, le narratif dans sa tête est que vous l'avez perdue, que vous êtes resté en arrière pendant qu'elle avance, libre et sans entrave. Mais lorsque les jours passent et que vous n'apparaissez pas, lorsqu'elle réalise que sa vie a changé mais apparemment la vôtre aussi, et que vous ne souffrez pas publiquement ou n'essayez pas de renverser la situation, le narratif commence à changer. Elle commence à se demander si ce n'est pas elle qui vous a perdu. Elle commence à questionner si elle a pris la bonne décision, si elle a correctement évalué ce qu'elle avait,
si elle a sous-estimé votre valeur. Et ces doutes croissent exponentiellement chaque jour qui passe sans que vous donniez signe de vie, sans que vous démontriez qu'elle occupe encore vos pensées. Le silence et l'absence font un travail psychologique que 1000 messages désespérés ne feraient jamais. De plus, ne pas courir après est un acte de respect de soi et de dignité personnelle qui transcende toute stratégie de reconquête. Même si elle ne revient jamais, vous sortez de cette situation avec votre intégrité intacte, sachant que vous ne vous êtes pas diminué, n'avez pas supplié pour des miettes d'attention, n'avez pas accepté d'être traité comme un plan B. Et cette posture a un effet magnétique, car les gens, surtout les femmes de haute qualité, sont attirés par ceux qui ont des standards, par ceux qui ne négocient pas leurs propres valeurs, par ceux qui ont la force de laisser partir ce qui ne fonctionne pas. Lorsqu'elles regardent éventuellement en arrière et voient que vous avez continué votre vie avec dignité, que vous avez respecté son éloignement sans drame ni poursuite, elle verra un homme, pas un garçon nécessiteux. Et c'est cet homme qu'elle voudra récupérer, repentante d'avoir laissé échapper quelqu'un qui avait assez de substance et de caractère pour ne pas se rabaisser, même lorsque cela faisait mal. 8e attitude, traitez-la comme une option, pas une priorité. Le changement de paradigme de priorité à option est peut-être l'un des plus difficiles à exécuter authentiquement, mais aussi l'un des plus efficaces. Lorsque vous étiez encore ensemble ou pendant les tentatives de reconquête, il est probable que vous la traitiez comme une priorité, réorganisant votre agenda pour elle, mettant ses besoins avant les vôtres, étant toujours disponible quand elle avait besoin. Maintenant, inversez cela complètement. Elle devient juste une option parmi plusieurs dans votre vie, pas le choix automatique, pas la priorité incontestable. Si elle vous appelle et que vous avez quelque chose de prévu, entraînement, rencontre avec des amis, un projet personnel, maintenez vos plans originaux. N'annulez pas votre vie pour l'accommoder. Répondez quand c'est pratique pour vous, pas immédiatement juste parce que c'est elle. Prenez des décisions basées sur ce qui est mieux pour vous, pas sur ce qui va lui plaire ou la garder intéressée. Cette posture communique de la valeur de manière non verbale et extrêmement efficace. Lorsque vous traitez quelqu'un comme une priorité inconditionnelle, vous dites que la vie de cette personne est plus importante que la vôtre, que le temps de cette personne vaut plus que le vôtre, que vos propres besoins peuvent être constamment sacrifiés au nom des besoins de cette personne. C'est une position de faible valeur, même si c'est fait avec amour et de bonnes intentions. Lorsque vous inversez cela, lorsque vous la traitez comme une option importante, peut-être, mais pas suprême, vous communiquez que vous avez une vie riche, pleine de buts, d'engagements et de personnes qui méritent aussi votre temps et attention. Vous montrez que vous n'êtes pas assis à attendre qu'elle décide de vous donner de l'attention, que vous ne réorganisez pas votre existence entière autour de la possibilité qu'elle apparaisse. Et cette autonomie, cette vie propre vibrante, est incroyablement attirante car elle démontre l'indépendance émotionnelle et la valeur intrinsèque. Psychologiquement, traiter quelqu'un comme une option au lieu d'une priorité crée une dynamique où cette personne doit concourir pour votre attention, et la compétition génère de la valeur perçue. Lorsqu'elle réalise qu'elle n'est plus la première dans la file, qu'il existe d'autres choses et personnes occupant votre temps et esprit, son ego n'accepte pas passivement cette nouvelle position. Les femmes, surtout celles habituées à être priorisées et désirées, ne gèrent pas bien l'idée d'être juste une de plus dans la vie de quelqu'un qui les mettait auparavant sur un piédestal. Ce changement de statut crée un besoin psychologique de récupérer la position de priorité, de prouver qu'elle est assez spéciale pour mériter votre attention exclusive. Et c'est là que le regret commence à se former. Elle commence à se demander pourquoi elle a perdu cette position privilégiée, ce qui a changé, ce qu'elle a fait de mal, et plus important, comment elle peut récupérer cela. Exécuter cette attitude exige une discipline émotionnelle authentique. Il ne s'agit pas de prétendre que vous avez d'autres plans quand vous n'en avez pas, ou de mentir sur des engagements inexistants. Il s'agit de vraiment construire une vie si intéressante, occupée et satisfaisante qu'elle devient naturellement une option parmi beaucoup, pas le centre gravitationnel de votre existence. Investissez massivement en vous-même, vos objectifs, votre santé, vos amitiés, vos hobbies, votre carrière. Lorsqu'elle apparaît en voulant de l'attention et que vous avez vraiment quelque chose de plus important ou d'également important à faire, choisissez ce qui est mieux pour vous à ce moment, pas ce qui va la garder heureuse. Cette authenticité est ce qui rend la stratégie efficace. Elle va sentir que vous avez vraiment changé, que vous avez vraiment avancé, que vous n'êtes vraiment plus disponible inconditionnellement. Et cette réalisation qu'elle n'est plus le soleil autour duquel votre système solaire orbite va la perturber profondément, et éventuellement, la ramener repentante d'avoir pris votre priorisation comme acquise lorsqu'elle l'avait. 9e attitude, soyez occupé pour de vrai. Il ne sert à rien de prétendre que vous êtes occupé pendant que vous passez des heures à traquer son profil, analysant chaque story, chaque like, chaque commentaire qu'elle laisse ou reçoit. L'occupation doit être réelle, authentique, palpable.
Remplissez votre agenda avec des activités qui ajoutent vraiment de la valeur à votre vie, des projets professionnels ambitieux, des cours qui élargissent vos compétences, des entraînements intenses qui transforment votre corps, des hobbies que vous avez toujours voulu développer mais que vous n'avez jamais eu le temps. Lorsque vous êtes vraiment occupé à construire une meilleure version de vous-même, vous n'avez pas d'énergie mentale en surplus pour ruminer sur la relation qui s'est terminée ou sur ce qu'elle fait. Cette transformation authentique est perceptible de loin. Elle va remarquer que vous ne répondez plus immédiatement, que vous n'êtes plus disponible à toute heure, que vous avez vraiment des choses qui se passent dans votre vie qui ne l'impliquent pas. Et cette perception est dévastatrice pour son ego, car elle brise l'illusion que vous seriez figé dans le temps, attendant qu'elle décide de revenir. La différence entre être vraiment occupé et simplement sembler occupé est que la première situation vous change de l'intérieur, tandis que la seconde n'est que du théâtre. Lorsque vous êtes vraiment immergé dans la construction de votre meilleure version, lorsque vous vous réveillez tous les jours avec des buts clairs qui vont au-delà de reconquérir quelqu'un, votre énergie change complètement. Vous devenez plus confiant parce que vous conquérez des choses réelles. Vous devenez plus intéressant parce que vous vivez de nouvelles expériences. Vous devenez plus attirant parce que vous investissez en vous-même de manière concrète. Et cette transformation ne passe pas inaperçue. Les gens autour de vous commentent, vos photos reflètent cette évolution, vos conversations ont plus de substance parce que vous avez plus de choses qui se passent. Elle va percevoir tout cela même à distance, et va commencer à se demander qui est ce nouvel homme qui a émergé des cendres de la relation que vous avez eue. Cet homme occupé, concentré, évoluant constamment, il ne ressemble en rien à celui qu'elle a laissé derrière. L'aspect psychologique le plus puissant d'être vraiment occupé est que vous commencez à resignifier votre propre narratif. Au lieu d'être le gars qui a été quitté, vous devenez le gars qui a utilisé la fin de la relation comme catalyseur pour une transformation épique. Chaque heure investie à la salle, chaque projet complété, chaque nouvelle compétence développée est une preuve concrète que vous n'avez pas laissé la rupture vous détruire, vous l'avez laissé vous reconstruire mieux. Et ce narratif est infiniment plus attirant que celui de l'homme qui est resté figé dans le temps, lamentant ce qu'il a perdu. Lorsqu'elle vous regardera quelques mois plus tard et verra quelqu'un qui a grandi professionnellement, qui est en meilleure forme physique, qui a de nouveaux cercles sociaux, qui est vibrant et plein de vie, elle sera forcée de confronter une vérité douloureuse. Peut-être n'aviez-vous pas besoin d'elle autant qu'elle pensait. Peut-être, en fait, être sans elle a été la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Cette possibilité va la corroder de l'intérieur. De plus, être vraiment occupé crée une protection naturelle contre les rechutes émotionnelles. Lorsque votre vie est vide et votre esprit oisif, il est facile de tomber dans la tentation d'envoyer ce message, d'accepter des miettes d'attention, de revenir à une situation qui ne vous faisait pas de bien. Mais lorsque vous êtes vraiment occupé à construire quelque chose de plus grand, lorsque vous avez des objectifs clairs et voyez des progrès tangibles tous les jours, vous devenez naturellement plus sélectif sur où vous investissez votre énergie. Vous n'avez pas le temps ni la patience pour des jeux mentaux ou des situations qui drainent votre énergie. Cette sélectivité vous place dans une position de haute valeur, où vous n'acceptez que ce qui ajoute vraiment à votre vie. Et lorsqu'elle réalisera que vous n'êtes plus disponible pour n'importe quoi, qu'elle doit maintenant vraiment apporter quelque chose de précieux pour être incluse dans votre vie occupée et réussie, le regret va s'intensifier. Elle va réaliser qu'elle a attendu trop longtemps, qu'elle a sous-estimé qui vous étiez et surtout qui vous deviendriez. Et cette conscience tardive est ce qui éventuellement la ramène, repentante et consciente de l'erreur qu'elle a commise. 10e attitude, n'envoyez pas de message. Le silence est l'arme la plus puissante que vous avez en ce moment, et vous devez l'utiliser avec une précision chirurgicale. N'envoyez pas de message. Ni bonjour, ni bonne nuit, ni j'ai vu ça et j'ai pensé à toi, ni comment vas-tu, ni ces messages déguisés en neutre mais qui sont clairement des tentatives de maintenir le contact. Le silence complet, l'absence totale d'initiative de votre part, crée un vide psychologique qu'elle va essayer de combler éventuellement. Chaque jour qui passe sans que vous donniez signe de vie est un jour où elle se demande si vous avez vraiment avancé, si vous avez trouvé quelqu'un, si vous allez bien sans elle, si elle signifie encore quelque chose pour vous. Ces doutes vont s'accumuler comme des gouttes d'eau jusqu'à se transformer en un océan d'incertitude qui va noyer sa tranquillité d'esprit. Les femmes froides s'attendent généralement à ce que vous rôdiez, essayant de contacter, démontrant que vous vous souciez encore. Lorsque vous ne faites rien de tout cela, lorsque vous disparaissez complètement de son radar, vous contredisez toutes les attentes qu'elle avait sur comment vous réagiriez à la rupture. La tentation d'envoyer des messages va être intense, surtout les premiers jours et semaines. Vous allez penser à 1000 excuses, une chanson qu'elle aimait, une série que vous regardiez, un objet resté chez vous, une question authentique sur quelque chose. Résistez à toutes. Bloquez son numéro si nécessaire, supprimez la conversation WhatsApp, retirez de l'accès facile toute forme de contact.
Parce que chaque message que vous envoyez brise le mystère, détruit le pouvoir du silence, et confirme pour elle que vous êtes encore accroché, attendant encore disponible. Chaque message est une démonstration de faible valeur déguisée en autre chose. D'un autre côté, chaque jour où vous réussissez à ne rien envoyer est un jour où vous construisez votre propre valeur, démontrez de l'autocontrôle, montrez que vous avez une vie qui ne dépend pas de sa validation ou attention. Le silence n'est pas une punition, c'est une protection. Protection pour que vous ne vous exposiez pas inutilement, et accessoirement, une provocation psychologique puissante pour elle. Psychologiquement, l'absence de vos messages crée une dynamique où elle perd le thermomètre émotionnel qu'elle avait sur vous. Avant, elle savait exactement où vous étiez émotionnellement parce que vous communiquiez, vous cherchiez le contact, vous laissiez vos sentiments clairs. Maintenant, sans aucun message de vous, elle est complètement dans le noir. Elle ne sait pas si vous souffrez en silence ou si vous avez complètement dépassé la relation. Elle ne sait pas si vous pensez à elle tous les jours ou si vous l'avez déjà complètement oubliée. Elle ne sait pas si vous êtes seul ou s'il y a déjà quelqu'un d'autre occupant l'espace qui était le sien. Cette incertitude est torturante car les êtres humains détestent l'inconnu, surtout lorsqu'il implique quelqu'un qui a été important. Elle va commencer à projeter les pires scénarios de son point de vue, bien sûr, qui serait vous avançant complètement, heureux et indifférent. Et ces projections vont la consumer d'une manière qu'aucun de vos messages ne pourrait. Ne pas envoyer de messages communique également maturité émotionnelle et respect pour les décisions prises. Lorsque quelqu'un termine une relation ou crée de la distance, et que vous respectez cela complètement sans essayer de forcer le contact, vous démontrez que vous êtes un adulte qui honore les choix des autres, même lorsqu'ils font mal. Cela contraste fortement avec l'image de désespoir qu'envoyer constamment des messages créerait. Avec le temps, elle va réaliser que vous l'avez vraiment laissé partir, que vous ne luttez pas contre sa décision, que vous avez accepté la fin et avancé avec dignité. Et il y a quelque chose de profondément attirant là-dedans, quelque chose qui touche l'aspect primitif de l'attraction féminine, l'homme qui a le contrôle de ses émotions, qui ne se désespère pas, qui ne supplie pas. Éventuellement, ce sera elle qui brisera le silence, ce sera elle qui enverra ce message essayant de reprendre contact. Et quand cela arrivera, vous serez déjà dans une position de pouvoir complètement différente, car c'était vous qui avez eu la force de maintenir le silence lorsque tout en vous voulait parler. Cet autocontrôle vous place dans une position de haute valeur qu'aucune quantité de messages bien écrits ne pourrait atteindre. 11e attitude, ayez des options. Avoir des options ne signifie pas nécessairement sortir avec d'autres personnes ou sauter de relation en relation, mais plutôt cultiver une vie sociale riche où vous interagissez vraiment avec d'autres femmes, où vous n'êtes pas fermé émotionnellement en attendant qu'elles reviennent, où vous êtes ouvert à de nouvelles connexions et possibilités. Sortez avec des amis, fréquentez de nouveaux endroits, rencontrez des gens intéressants, acceptez des invitations, soyez présent dans des environnements sociaux. Lorsque vous avez de vraies options, même si vous n'êtes romantiquement impliqué avec aucune d'elles, votre énergie change complètement. Vous cessez d'avoir cette aura de besoin, cette vibration de « j'attends que quelqu'un revienne vers moi ». Au lieu de cela, vous émanez une énergie d'abondance, de quelqu'un qui est désiré, qui a des choix, qui n'est pas désespéré pour l'attention féminine parce qu'il la reçoit déjà naturellement. Et cette énergie est perceptible de loin, y compris et surtout pour elle. L'aspect visuel d'avoir des options est également crucial. Lorsqu'elle voit que ce soit en personne ou à travers les réseaux sociaux que vous êtes entouré de personnes, que d'autres femmes interagissent avec vous, rient de vos blagues, touchent votre bras dans une conversation, aiment vos photos, commentent des choses amicales ou même flirtent ouvertement, cela déclenche des déclencheurs psychologiques primitifs en elle. Peu importe à quel point elle est rationnelle ou froide, voir que d'autres femmes sont intéressées par vous éveille un instinct compétitif et territorial qu'elle ne savait peut-être même pas avoir. Soudain, vous n'êtes plus celui qui est resté en arrière, vous êtes celui qui est désiré par d'autres, et cela augmente automatiquement votre valeur perçue à ses yeux. C'est la psychologie basique de la rareté et de la demande. Lorsque quelque chose est disputé par d'autres, il devient automatiquement plus précieux. Vous étiez disponible et dévoué lorsque vous étiez ensemble, et peut-être pour cette raison elle ne vous valorisait pas adéquatement. Maintenant que vous êtes indisponible et apparemment avec des options, sa valeur pour vous augmente exponentiellement. Avoir des options vous protège également de prendre de mauvaises décisions émotionnelles. Lorsque vous n'avez personne d'autre, lorsque votre vie sociale est vide et que vous êtes isolé, il est très facile d'accepter de reprendre la première personne qui vous donne de l'attention, même si les termes sont défavorables, même si rien n'a changé dans les problèmes qui ont causé la rupture. Mais lorsque vous avez de vraies options, lorsque vous rencontrez d'autres femmes intéressantes qui vous traitent bien et montrent un intérêt sincère, vous développez un standard de comparaison. Vous commencez à vous demander, pourquoi accepterais-je quelqu'un qui m'a quitté, qui m'a maltraité, qui était froide et distante,
quand j'ai d'autres options qui me valorisent dès le début? Ce questionnement est sain et nécessaire. Avoir des options vous donne la clarté mentale pour évaluer si elles méritent vraiment une seconde chance ou si vous êtes simplement attaché à la familiarité et au passé. Et cette sélectivité, lorsqu'elle perçoit qu'elle existe, l'effraie profondément car cela signifie qu'elle ne peut pas simplement claquer des doigts et vous récupérer. Cultiver des options signifie également investir pour devenir quelqu'un qui attire naturellement l'intérêt. Travaillez sur vous-même de toutes les manières possibles, physiques, mentales, financières, sociales, émotionnelles. Plus vous vous développez, plus vous devenez naturellement quelqu'un que d'autres personnes veulent côtoyer. Il ne s'agit pas de devenir un joueur ou quelqu'un de superficiel, il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même, quelqu'un qui attend à offrir qu'il attire naturellement des personnes de qualité. Lorsqu'elle réalisera que vous n'êtes plus disponible parce qu'il y a d'autres personnes vraiment intéressées par vous, lorsqu'elle sentira qu'elle doit concourir pour votre attention, le regret frappera de plein fouet. Elle va réaliser qu'elle a laissé échapper quelqu'un de précieux, quelqu'un que d'autres femmes reconnaissent comme un bon parti. Et cette conscience qu'elle a rejeté quelque chose que d'autres personnes désirent va la corroder jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus et essaie de reconquérir l'espace qu'elle a volontairement abandonné. Avoir des options n'est pas une question de vengeance ou de la faire souffrir. Il s'agit de construire une vie si bonne que vous n'avez pas besoin d'elle pour être heureux. Et paradoxalement, c'est justement cette indépendance qui la magnétise vers vous. 12e attitude, traitez-la avec politesse, mais avec distance. Si le destin fait que vous vous rencontrez en personne ou si elle essaie de reprendre contact, votre posture doit être de politesse impeccable mais froide, de cordialité professionnelle mais distante. Ne soyez pas impoli, ne soyez pas agressif, ne montrez pas de rancune ou de blessure. En même temps, ne soyez pas chaleureux, ne soyez pas intime, ne tombez pas dans le piège de la familiarité que vous aviez avant. Traitez-la comme vous traiteriez un collègue de travail avec qui vous avez une relation professionnelle mais pas personnelle, avec un respect de base, mais sans aucune intimité émotionnelle. Lorsqu'elle parle, écoutez poliment mais sans cet intérêt authentique que vous aviez avant. Lorsqu'elle essaie d'approfondir la conversation vers des sujets personnels, gardez les réponses courtes et redirigez vers des sujets neutres. Lorsqu'elle essaie de provoquer une réaction émotionnelle, qu'elle soit positive ou négative, restez complètement équilibré, comme si vous parliez du bulletin météo. Cette combinaison de politesse avec distance est psychologiquement dévastatrice car elle ne peut pas vous accuser d'être impoli, mais en même temps elle sent clairement qu'elle a perdu l'accès émotionnel à vous. La politesse est importante car elle vous maintient dans une position de supériorité morale et de maturité. Vous ne descendez pas au niveau de petits jeux infantiles, vous n'essayez pas de la faire se sentir mal délibérément. Vous n'agissez pas avec mesquinerie ou rancune. Vous vous comportez simplement comme un adulte civilisé qui respecte tous ceux qui l'entourent, y compris les personnes qui ont été importantes mais ne le sont plus. Cette maturité contraste fortement avec tout comportement dramatique ou émotif qu'elle aurait pu attendre de vous. Elle s'attendait à ce que vous soyez impoli, froid de manière agressive, peut-être même hostile, cela lui aurait donné la validation que vous êtes encore blessé, réagissez encore émotionnellement à elle. Lorsque vous êtes simplement poli de manière neutre, vous refusez cette validation. Vous montrez que vous êtes assez homme pour être civilisé avec quelqu'un qui vous a blessé, parce que vous avez déjà traité, déjà dépassé, êtes déjà dans un lieu émotionnel différent où sa présence ne déstabilise plus votre équilibre interne. La distance, d'autre part, communique que l'intimité que vous aviez a été définitivement perdue. Il n'y a plus ces conversations profondes jusqu'à l'aube, il n'y a plus ce confort de partager des vulnérabilités. Il n'y a plus cette complicité que les relations intimes créent. Tout cela est parti, et vous n'êtes pas intéressé à reconstruire. Vous avez créé un mur respectueux mais impénétrable entre vous. Elle peut vous voir de l'autre côté de ce mur, peut même converser avec vous à travers lui, mais ne peut plus vous toucher émotionnellement, ne peut plus accéder à cet espace intime qu'elle occupait avant. Cette perte d'accès est profondément perturbante pour elle car elle confronte la réalité que certaines portes, une fois fermées, ne s'ouvrent pas facilement à nouveau. Elle a peut-être pris la relation pour acquise, a peut-être supposé que vous seriez toujours émotionnellement disponible pour elle, et maintenant elle fait face à la vérité crue que vous avez avancé et fermé ce chapitre définitivement. Exécuter cette attitude exige un contrôle émotionnel significatif. Lorsque vous voyez quelqu'un que vous avez aimé, il est naturel que des émotions fortes surgissent, nostalgie, blessure, colère, même espoir. Vous devez ressentir toutes ces émotions à l'intérieur, mais ne rien laisser déborder vers l'extérieur. Votre expression faciale reste neutre, votre voix maintient le même ton cordial mais désintéressé, votre langage corporel reste ouvert mais pas accueillant. Vous êtes présent dans la conversation mais clairement pas investi dedans. Et cette dissonance entre l'intimité que vous aviez et la distance que vous maintenez maintenant va la toucher profondément. Elle va essayer de briser ce mur,
va essayer de provoquer une réaction plus chaleureuse ou plus émotionnelle, va essayer de récupérer ne serait-ce qu'un peu de cette connexion que vous aviez. Et lorsque toutes ces tentatives échoueront, lorsqu'elle réalisera que vous vous êtes vraiment distancié émotionnellement de manière apparemment irréversible, le regret va s'intensifier exponentiellement. Elle va se demander s'il y a encore une chance de récupérer ce qu'elle a perdu, ou si elle a détruit quelque chose de précieux de manière permanente. Et c'est justement cette incertitude, cette possibilité de perte irréversible, qui éventuellement la ramène repentante, disposée à faire tout ce qui est nécessaire pour récupérer l'accès émotionnel à vous qu'elle a si légèrement jeté. 13e attitude, ne demandez jamais de revenir. Peu importe à quel point vous ressentez encore quelque chose pour elle, peu importe combien de bons souvenirs vous avez partagés, peu importe à quel point il semble que ce serait plus facile de simplement demander de recommencer, ne demandez jamais de revenir. C'est une ligne rouge absolue que vous ne pouvez pas franchir en aucune circonstance. Lorsque vous demandez à quelqu'un de revenir, vous vous placez automatiquement dans une position de faible valeur. Vous communiquez que vous avez plus besoin d'elle qu'elle n'a besoin de vous. Vous démontrez que votre vie sans elle est insuffisante et incomplète. Vous êtes, essentiellement, en train de supplier pour une seconde chance sans qu'elle ait fait quoi que ce soit pour la mériter, sans qu'elle ait montré un regret authentique, sans qu'elle ait prouvé que les choses seraient différentes cette fois. Demander de revenir, c'est livrer tout le pouvoir de la dynamique à elle, c'est lui donner la certitude que peu importe comment elle vous traite, peu importe combien de fois elle s'éloigne, vous serez toujours là à tendre les bras ouverts. Et cette certitude tue toute possibilité qu'elle vous valorise vraiment. La force de ne jamais demander de revenir réside dans le fait que vous communiquez, à travers vos actions, que vous avez des standards et que vous ne les négociez même pas pour quelqu'un que vous aimez. Vous dites silencieusement que si quelqu'un choisit de sortir de votre vie, vous respectez ce choix complètement et n'allez pas supplier pour que cette personne reconsidère. Cette posture exige un niveau d'amour-propre et de dignité que la plupart des gens n'ont simplement pas le courage de maintenir lorsqu'ils sont émotionnellement impliqués. Il est beaucoup plus facile de se rabaisser, de faire des promesses vides de changement, de promettre que ce sera différent, que vous serez meilleur, que vous lui donnerez tout ce qu'elle veut. Mais cette facilité a un coût très élevé, votre dignité, votre valeur perçue et, ironiquement, toute chance réelle de la reconquérir de manière saine. Parce que même si elle accepte de revenir après que vous ayez supplié, la dynamique sera définitivement déséquilibrée, avec vous toujours dans la position inférieure, toujours avec peur de la perdre à nouveau, toujours disposé à accepter moins que ce que vous méritez juste pour la garder près. Psychologiquement, ne jamais demander de revenir crée une inversion d'attente dévastatrice. Elle s'attendait à ce que vous fassiez exactement cela, que vous finissiez par craquer, que vous veniez avec une grande déclaration d'amour, que vous demandiez une seconde chance, que vous démontriez combien vous souffrez sans elle. Lorsque cela n'arrive pas, lorsque des semaines et des mois passent et que vous continuez à vivre votre vie sans faire aucun mouvement pour la reconquérir, cela crée un décalage cognitif dans son esprit. Elle commence à se demander si vous l'aimiez vraiment autant qu'elle pensait, si elle était vraiment aussi spéciale qu'elle croyait l'être, si elle n'a pas surestimé sa propre valeur et sous-estimé la vôtre. Ces doutes sont corrosifs car ils attaquent directement l'ego et l'image de soi. Et plus le temps passe sans que vous demandiez de revenir, plus ces doutes s'intensifient, jusqu'à ce qu'éventuellement elle réalise que si quelqu'un va demander de revenir, ce devra être elle. Et cette inversion de rôle, où elle se voit dans la position de vous chercher au lieu du contraire, est déjà une victoire significative en termes de rééquilibrage de la dynamique de pouvoir. De plus, ne jamais demander de revenir vous protège de vous exposer inutilement à des rejets supplémentaires et des situations humiliantes. Chaque fois que quelqu'un demande de revenir et est refusé, un morceau de son estime de soi et de sa valeur propre meurt. Chaque message désespéré non répondu, chaque tentative de réconciliation rejetée, chaque explication de combien elle vous manque qui est reçue avec froideur ou indifférence, tout cela mine votre confiance et vous place dans une spirale descendante de faible valeur. En refusant d'entrer dans ce jeu, en maintenant votre position que vous ne poursuivez personne, vous préservez votre intégrité émotionnelle et votre estime de soi intacte. Vous pouvez vous regarder dans le miroir tous les jours en sachant que vous ne vous êtes pas rabaissé, ne vous êtes pas humilié, n'avez pas abandonné votre dignité pour personne. Et cette tranquillité d'esprit, cette certitude que vous vous êtes comporté avec honneur et estime de soi, est précieuse indépendamment du fait qu'elle revienne ou non. Mais ironiquement, c'est justement cette posture digne, ce refus de supplier ou de poursuivre, qui maximise les chances qu'elle revienne repentante. Parce qu'elle va réaliser qu'elle a laissé échapper un vrai homme, quelqu'un qui a des principes et ne les abandonne même pas lorsque cela fait mal. Et des hommes comme ça sont rares, précieux, une fois perdus, presque impossibles à remplacer. 14e attitude, ne donnez pas une seconde chance facile. Si elle finit par revenir, si elle manifeste de l'intérêt à recommencer, si elle admet qu'elle a eu tort et veut essayer à nouveau, ne facilitez pas.
N'ouvrez pas les bras immédiatement et ne l'acceptez pas comme si rien ne s'était passé. Une seconde chance doit être conquise, méritée, prouvée. Elle doit démontrer à travers des actions concrètes et cohérentes qu'elle est vraiment repentante, qu'elle comprend ce qu'elle a fait de mal, qu'elle est disposée à changer les modèles de comportement qui ont conduit à la rupture, et qu'elle vous valorise vraiment cette fois. Les mots sont bon marché et faciles. N'importe qui peut dire « je suis désolé » ou « je veux revenir » quand elle réalise qu'elle peut perdre quelque chose de précieux. Mais combien sont disposés à faire le travail difficile de vraiment changer, de démontrer constamment au fil du temps qu'elles ont appris de leurs erreurs, d'investir un effort authentique dans la reconstruction de la confiance qui a été brisée? Si vous donnez une seconde chance facilement, sans rien exiger en retour, vous validez essentiellement son comportement et garantissez que les mêmes modèles vont se répéter à l'avenir. Ne pas donner une seconde chance facile signifie établir des attentes claires et maintenir des standards élevés. Lorsqu'elle vient en essayant de revenir, vous écoutez ce qu'elle a à dire avec la même politesse distante que vous maintenez, mais vous ne fondez pas immédiatement. Vous n'agissez pas comme si sa simple présence ou ses mots étaient suffisants pour effacer tout ce qui s'est passé. Vous reconnaissez qu'elle montre de l'intérêt, mais vous rendez clair, par des mots ou des actions, que revenir n'est pas simplement une question qu'elle décide de vouloir, mais plutôt qu'elle prouve qu'elle le mérite. Vous pouvez dire des choses comme « j'ai besoin de voir de vrais changements », pas seulement d'entendre des promesses ou « je ne suis pas intéressé à répéter les mêmes modèles que nous avions avant ». Vous établissez que cette fois, s'il y a une relation, ce sera sous des termes différents, plus sains, plus équilibrés. Et vous rendez clair que vous êtes bien seul, que revenir est une option que vous considérez, pas un besoin désespéré que vous avez. L'aspect psychologique de ne pas donner une seconde chance facile est que cela communique une valeur propre extraordinaire et établit une dynamique complètement nouvelle. Lorsque vous ne l'acceptez pas facilement, vous dites que votre amour et votre compagnie ont de la valeur, qu'ils ne peuvent pas être jetés et repris au gré de sa fantaisie, qu'il y a des conséquences au choix qu'elle a fait. Cela la force à vraiment réfléchir sur ce qui s'est passé, sur sa part dans la destruction de la relation, sur ce qu'elle doit faire différemment. Et cette réflexion est essentielle pour tout changement authentique. Si vous l'acceptez simplement sans résistance, elle n'aura jamais besoin de faire ce travail interne difficile, n'aura jamais besoin de confronter ses propres modèles destructeurs, n'aura jamais besoin de grandir. Vous ne feriez que reporter la prochaine rupture, car les problèmes fondamentaux n'ont jamais été résolus. Mais lorsque vous la faites travailler pour la seconde chance, lorsque vous maintenez des standards élevés et des attentes claires, vous créez les conditions nécessaires pour qu'une relation renouvelée fonctionne vraiment cette fois. Exécuter cette attitude exige une force émotionnelle immense, surtout si vous avez encore des sentiments pour elle. Lorsque la personne que vous aimez vient vers vous en admettant son erreur et en demandant une autre chance, chaque cellule de votre corps peut crier pour que vous acceptiez simplement et retourniez au confort de la familiarité. Mais vous devez résister à cette impulsion. Vous devez penser à long terme, pas seulement au soulagement émotionnel immédiat. Demandez-vous, si je l'accepte facilement maintenant, qu'est-ce que cela communique sur ma valeur propre? Qu'est-ce que cela lui apprend sur comment elle peut me traiter? Suis-je vraiment en train de créer les conditions pour une relation saine ou juste de préparer le terrain pour répéter les mêmes erreurs? La dure vérité est que les relations qui se terminent et reprennent répètent fréquemment les mêmes modèles parce que les gens n'ont pas fondamentalement changé. La seule façon de briser ce cycle est à travers un changement réel, et le changement réel ne se produit que lorsqu'il y a de vraies conséquences et un travail acharné exigé. En ne donnant pas une seconde chance facile, vous ne vous protégez pas seulement, mais vous donnez aussi à elle et à la relation la meilleure chance possible de fonctionner si vous revenez vraiment ensemble. Parce que cette fois, ce sera basé sur le respect mutuel, la valeur reconnue et le changement authentique, pas sur la commodité, le besoin ou la familiarité. 15e attitude, vivez comme si rien ne s'était passé. Continuez votre vie avec une normalité totale, comme si la relation que vous aviez eue n'était qu'un chapitre qui a déjà été tourné, archivé, traité et dépassé. Ne dramatisez pas la rupture sur les réseaux sociaux, ne postez pas d'insinuations, ne partagez pas de chansons mélancoliques avec des légendes chargées de signification. Ne faites rien qui démontre que vous souffrez ou que cela vous affecte encore profondément. Vivez simplement. Postez sur vos activités normales, vos entraînements, vos projets, vos moments avec des amis, vos réussites professionnelles, tout avec la même naturelle et légèreté que toujours, ou même avec plus d'énergie positive qu'avant. Lorsque des amis demandent comment vous allez, répondez avec sincérité mais sans dramatisation. Je vais bien, je continue ma vie, concentré sur mes objectifs. Ne transformez pas la rupture en telenovela mexicaine où vous êtes le protagoniste souffrant. Au lieu de cela, soyez le protagoniste d'une histoire de dépassement et de croissance, où la rupture n'est qu'un obstacle que vous avez franchi avec maturité et force.
Vivre comme si rien ne s'était passé ne signifie pas prétendre que vous n'avez pas d'émotions ou que la rupture n'a pas fait mal. Cela signifie que vous traitez vos émotions de manière privée, mature et saine, sans en faire un spectacle public. Vous pleurez si vous devez pleurer, mais vous le faites seul ou avec des amis proches, pas sur les réseaux sociaux. Vous ressentez de la colère si vous devez la ressentir, mais vous canalisez cette colère vers la salle de sport, vers le travail, vers des activités productives, pas vers des postes passifs-agressifs ou des comportements autodestructeurs. Vous traitez la douleur, l'acceptez comme partie du processus de guérison, et ensuite vous avancez avec votre vie de manière fonctionnelle et productive. Cette capacité de continuer à fonctionner normalement même en traversant des difficultés émotionnelles est une démonstration puissante de résilience et de maturité émotionnelle. Et pour elle, observant de loin, c'est simultanément déconcertant et attirant. Déconcertant parce qu'elle s'attendait à vous voir détruit, et attirant parce que la résilience et la force émotionnelle sont des qualités universellement désirables. L'impact psychologique de cette attitude est profond. Lorsqu'elle voit que vous continuez à vivre normalement, que vous n'êtes pas entré en effondrement émotionnel, que vous n'aviez pas besoin d'elle pour maintenir votre vie sur les rails, cela détruit complètement le narratif qu'elle était essentielle à votre bonheur. Souvent, les gens quittent des relations en croyant qu'ils sont irremplaçables, que l'autre personne va souffrir éternellement sans eux, qu'ils ont causé un dommage irréparable dans la vie de l'ex. Lorsque vous vivez comme si rien ne s'était passé, vous démontrez qu'elle était importante, peut-être même très importante, mais pas essentielle, pas irremplaçable, pas le centre gravitationnel de votre existence. Vous aviez une vie avant elle, vous avez eu une vie pendant la relation, et vous continuez à avoir une vie après elle. Cette continuité, cette capacité de s'adapter et d'avancer, communique une force intérieure et une complétude personnelle qui sont extrêmement attirantes. Elle réalise que vous n'étiez pas dépendant d'elle pour être heureux, vous choisissiez simplement de partager votre bonheur avec elle. Et maintenant qu'elle n'est plus là, vous avez simplement trouvé d'autres formes et d'autres personnes pour le partager. De plus, vivre comme si rien ne s'était passé vous permet de vraiment guérir et grandir sans rester coincé dans un cycle de victimisation ou d'apitoiement sur soi. Lorsque vous vous permettez de continuer à dramatiser la rupture, vous restez mentalement coincé dans ce moment, revivant constamment la douleur, maintenant la blessure ouverte et saignante. Mais lorsque vous continuez simplement à vivre, vous permettez au temps de faire son travail de guérison naturelle. Les jours passent, de nouvelles expériences s'accumulent, de nouveaux intérêts et connexions émergent, et graduellement la rupture occupe de moins en moins d'espace dans votre esprit et votre cœur. Et cette guérison authentique est visible. Les gens autour de vous le perçoivent, vos amis commentent comment vous allez bien, votre énergie change vers quelque chose de plus léger et positif. Et elle le perçoit aussi. Elle voit que vous n'êtes pas devenu amer, que vous n'avez pas laissé la rupture vous détruire ou vous transformer en quelqu'un de cynique et fermé. Vous avez continué à être vous, peut-être même une version améliorée. Et cette perception que la vie continue, que vous allez bien et que vous avancez, est ce qui finalement lui fait réaliser l'erreur qu'elle a commise, ce qu'elle a perdu, et la ramène repentante, réalisant trop tard qu'elle a rejeté quelqu'un qui avait assez de force, de maturité et de complétude pour ne dépendre de personne pour être heureux. 16e attitude, riez vraiment avec d'autres personnes. Souriez authentiquement, riez fort, amusez-vous vraiment avec vos amis, collègues, connaissances et surtout, permettez-vous d'avoir des moments de joie authentique en présence d'autres femmes. Ne forcez pas, ne faites pas semblant, mais lorsque quelque chose vous amuse vraiment, lorsque vous êtes dans un bon moment avec des gens que vous aimez, abandonnez-vous complètement à cette joie sans culpabilité ni restriction. Ces rires véritables, ces moments de légèreté authentique, sont puissants car ils ne peuvent pas être falsifiés de manière convaincante. Les gens reconnaissent la différence entre un sourire forcé et une joie réelle, entre un rire poli et un éclat de rire qui vient du fond de l'âme. Lorsqu'elles voient, que ce soit en personne ou à travers des photos et vidéos sur les réseaux sociaux, que vous êtes vraiment heureux, que vous riez vraiment, que vous avez des moments de joie profonde sans elles, cela communique sans équivoque que vous avez avancé, que vous avez retrouvé le bonheur, que la vie sans elle n'est pas la tragédie qu'elle espérait que ce soit. Le contraste entre les moments heureux avec d'autres personnes et son absence dans ces moments est particulièrement impactant. Lorsqu'elle vous voit rire avec un groupe d'amis où il y a d'autres femmes, lorsqu'elle vous voit avoir une conversation animée et joyeuse avec quelqu'un, lorsqu'elle réalise que vous créez de nouveaux moments mémorables et amusants sans qu'elle en fasse partie, la réalité de la perte devient concrète et douloureuse. Ce ne sont plus seulement des concepts abstraits de rupture ou avancés, ce sont des images réelles, tangibles, de vous vivant, riant, vous connectant avec d'autres personnes, construisant de nouveaux souvenirs où elle n'a pas de place. Et il y a quelque chose de profondément perturbant à voir quelqu'un que vous avez laissé derrière être vraiment heureux, car une partie de nous veut toujours croire que nous étions spéciaux, uniques, irremplaçables. Lorsqu'elle voit que vous avez réussi à trouver la joie et la connexion à nouveau, cette illusion est brisée,
et elle est forcée de confronter la possibilité que peut-être elle n'était pas aussi essentielle qu'elle croyait l'être. Psychologiquement, le rire véritable et le bonheur authentique sont attirants car ils indiquent quelqu'un qui est en paix avec lui-même, qui est à l'aise dans sa propre peau, qui est émotionnellement sain et disponible pour des connexions positives. Lorsque vous pouvez vraiment rire, surtout après une rupture difficile, vous démontrez une résilience émotionnelle extraordinaire. Vous montrez que vous n'êtes pas devenu amer, que vous n'avez pas laissé l'expérience négative vous transformer en quelqu'un de fermé ou cynique, que vous avez maintenu votre capacité de joie et de légèreté intacte. Cela vous rend infiniment plus attirant que quelqu'un visiblement détruit par la rupture, quelqu'un qui ne peut clairement pas traiter et dépasser. Les gens, et cela inclut elles, sont naturellement attirés par l'énergie positive, par les personnes qui rayonnent de joie et de vie. Lorsqu'elle compare la version de vous qui rit authentiquement avec d'autres personnes avec sa propre version qui est peut-être moins heureuse qu'elle ne s'attendait à l'être, le contraste peut être dévastateur pour son ego et peut éveiller le regret. De plus, rire vraiment avec d'autres personnes, surtout avec d'autres femmes, démontre que vous n'avez pas seulement survécu à la rupture mais que vous prospérez socialement et émotionnellement. Vous ne vous êtes pas isolé, vous n'êtes pas devenu un reclus amer, vous n'avez pas fermé votre cœur à de nouvelles connexions. Vous êtes resté ouvert, engagé avec le monde, capable de former des liens et d'apprécier la compagnie. Et cette ouverture, cette capacité continue de se connecter et de trouver la joie dans les relations humaines, suggère que vous êtes prêt pour une nouvelle relation, que vous avez traité l'ancienne et êtes disponible pour quelque chose de nouveau. Pour elle, observant cela de l'extérieur, c'est une course contre la montre, plus elle attend, plus vous vous intégrez dans votre nouvelle vie, plus vous formez de connexions, plus vous vous éloignez émotionnellement d'elle. Les rires que vous partagez avec d'autres personnes sont des rappels constants que le temps passe, que vous avancez, que si elle veut récupérer ce qu'elle a perdu, elle doit agir vite avant qu'il ne soit trop tard et que vous ayez déjà trouvé quelqu'un de nouveau avec qui construire des souvenirs heureux. Et c'est justement cette urgence, cette perception qu'elle vous perd irréversiblement, qui la ramène repentante. 17e attitude, apparaissez près d'une femme plus belle qu'elle. C'est l'une des attitudes les plus psychologiquement impactantes et aussi l'une des plus controversées. Mais son efficacité est indéniable lorsqu'elle est exécutée avec naturel et authenticité. Il ne s'agit pas d'engager un mannequin pour simuler une relation ou de forcer des situations artificielles, il s'agit de vraiment élargir votre cercle social pour inclure des femmes attirantes et de haute qualité, et de ne pas vous cacher lorsque vous êtes en leur compagnie. Allez à des événements sociaux, fréquentez des environnements où des gens intéressants se réunissent, cultivez des amitiés avec des femmes qui sont objectivement belles, réussies et désirables. Et lorsque vous êtes dans ces environnements, lorsque vous conversez avec ces femmes, lorsque vous riez ensemble ou partagez un moment, n'ayez pas peur que cela soit vu ou enregistré. En fait, il est important que ce soit vu, que cela apparaisse naturellement sur vos réseaux sociaux, que cela fasse partie du narratif visuel de votre nouvelle vie. Parce que lorsqu'elle vous voit à côté d'une femme qui est objectivement plus belle, mieux entretenue, ou simplement différente et attirante de manière qu'elle ne l'est pas, cela déclenche une bombe nucléaire dans son système de défense psychologique. La raison pour laquelle cela fonctionne si puissamment a des racines profondes dans la psychologie féminine et dans la nature compétitive des dynamiques d'attraction. Les femmes sont très conscientes des hiérarchies sociales et de la valeur perçue, surtout en ce qui concerne l'apparence physique et la compétition pour des partenaires de haute qualité. Lorsqu'elle vous voit près d'une femme qu'elle perçoit comme plus belle ou de plus grande valeur, plusieurs déclencheurs psychologiques sont activés simultanément. Premièrement, la perception qu'elle a peut-être sous-estimé votre valeur en tant que partenaire. Après tout, si une femme plus belle est intéressée ou proche de vous, cela signifie que vous êtes plus précieux qu'elle ne l'avait calculé. Deuxièmement, l'éveil de l'instinct compétitif féminin. Elle ne veut pas perdre face à une autre femme, surtout face à une qu'elle considère supérieure dans un certain aspect. Troisièmement, la menace concrète et visuelle de remplacement. Ce n'est plus une possibilité abstraite que vous avanciez, c'est une image réelle, tangible, d'une autre femme occupant l'espace qui était le sien, recevant l'attention qui était la sienne, étant désirée par vous de la façon dont elle l'était. Le timing et le naturel sont absolument cruciaux dans cette attitude. Si cela semble forcé, si c'est évidemment une tentative désespérée de provoquer la jalousie, l'effet est complètement annulé et vous semblez seulement pathétique et peu sûr de vous. Mais lorsque cela arrive organiquement, vous vivez vraiment votre vie, élargissez vos horizons sociaux, rencontrez des personnes nouvelles et intéressantes, et l'une de ces personnes se trouve être une femme très attirante avec qui vous avez une vraie chimie. L'authenticité de cette situation est dévastatrice pour elle. Elle ne peut pas vous accuser d'essayer de la provoquer parce que vous vivez simplement. Elle ne peut pas diminuer l'importance de la situation parce que la femme est objectivement attirante et vous semblez vraiment vous amuser ensemble. Elle est forcée de confronter la réalité nue et crue que vous êtes désiré par d'autres femmes, potentiellement par des femmes qu'elle considère comme ses supérieures dans certains aspects, et que vous répondez à cet intérêt de manière naturelle et simple.
La comparaison qui se forme inévitablement dans son esprit est torturante. Elle commence à se questionner. Qu'est-ce que cette femme a que je n'ai pas? Pourquoi sourit-il comme ça avec elle? Me regardait-il comme ça? Semble-t-il plus heureux avec elle qu'il ne l'était avec moi? Ces questions corrodent l'estime de soi et le sentiment de sécurité, créant des insécurités qui n'existaient peut-être jamais auparavant. Et plus la femme avec qui vous êtes est belle ou réussie, plus ces insécurités sont profondes. Il ne s'agit pas de cruauté gratuite, il s'agit de réalité. Vous démontrez que vous avez des options, que vous êtes désirable, que d'autres femmes reconnaissent votre valeur, même si elles ne l'ont pas reconnue adéquatement quand elles en avaient l'occasion. Et cette démonstration visuelle, concrète, indéniable, est beaucoup plus puissante que 1000 mots. Une seule photo de vous riant authentiquement à côté d'une femme éblouissante communique plus sur votre valeur sur le marché et vos options que tout ce que vous pourriez dire ou faire délibérément pour la convaincre de cela. L'effet final de cette attitude est multifacette. Premièrement, elle réévalue complètement votre valeur en tant que partenaire. Si d'autres femmes de haute qualité sont intéressées, peut-être a-t-elle commis une erreur en vous laissant partir. Deuxièmement, elle ressent une urgence authentique. Si vous êtes proche d'une autre femme, surtout une qu'elle considère comme une vraie menace, le temps pour vous récupérer s'épuise. Troisièmement, elle expérimente quelque chose qu'elle n'a peut-être jamais expérimenté par rapport à vous auparavant, la peur d'une perte réelle et définitive. Ce n'est plus la fantaisie confortable que vous serez toujours disponible si elle décide de revenir. C'est la possibilité concrète et effrayante que vous puissiez choisir quelqu'un d'autre, que vous puissiez construire avec une autre ce que vous aviez ensemble, qu'elle puisse être définitivement remplacée par quelqu'un que vous considérez meilleur. Et c'est justement cette peur, cette urgence, cette réévaluation forcée de votre valeur, qui la ramène repentante. Elle réalise, trop tard, qu'elle a jeté quelque chose de précieux, et qu'elle doit maintenant concourir pour récupérer ce qu'elle a volontairement jeté. Et de cette position de compétition, de vulnérabilité, de reconnaissance tardive de votre valeur, c'est de ce lieu que surgit le regret authentique et la vraie disposition à faire différemment cette fois. 18e attitude. Passer devant elle comme si elle n'était qu'une personne de plus, cela la brise de l'intérieur. Si le destin fait que vous vous croisez physiquement dans une fête, dans un lieu public, dans un environnement social partagé, votre réaction doit être de naturel absolu, comme si elle n'était qu'une personne de plus que vous connaissez de manière casuelle mais avec qui vous n'avez aucune histoire significative. Ne dévie pas dramatiquement le chemin pour l'éviter, mais n'allez pas non plus vers elle avec enthousiasme. Si vos yeux se rencontrent, faites un signe de tête poli, un sourire cordial et bref, le même que vous donneriez à une connaissance distante ou un collègue de travail que vous voyez rarement. Et ensuite continuez simplement votre chemin, continuez votre conversation avec qui que ce soit avec qui vous parliez, continuez à faire ce que vous faisiez. Ne vous arrêtez pas pour converser à moins que ce soit absolument inévitable, ne cherchez pas à créer des opportunités d'interaction, ne démontrez aucun intérêt particulier à savoir comment elle va ou ce qu'elle fait. Traitez sa présence dans l'environnement avec la même indifférence que vous traiteriez la présence de toute autre personne qui n'a pas de pertinence particulière dans votre vie actuelle. Ce traitement casual, cette réduction d'elle de la personne la plus importante à juste quelqu'un d'autre, est psychologiquement dévastateur d'une manière que peu d'autres choses peuvent l'être. La force de cette attitude réside dans le contraste brutal entre ce qu'elle signifiait pour vous avant et l'apparente non-pertinence qu'elle a maintenant. Il y a eu un temps où elle était la personne la plus importante dans un environnement, la personne que vous cherchiez en premier avec les yeux, la personne dont la présence changeait complètement votre humeur et votre énergie. Maintenant, vous passez devant elle comme vous passez devant des dizaines d'autres personnes tous les jours, avec une politesse de base mais sans aucun investissement émotionnel, sans aucun intérêt particulier, sans aucun besoin de connexion ou de validation. Cette transformation communique de manière non verbale mais cristalline que vous avez complètement traité la relation, archivé cette phase de votre vie, et avancé de manière si complète que sa présence ne vous affecte tout simplement plus. Il n'y a pas de colère, pas de blessure, pas de nostalgie, pas de désir, il n'y a que de l'indifférence polie, le type de neutralité que vous offrez aux étrangers ou connaissances superficielles. Et pour quelqu'un qui a déjà été intime avec vous, cette indifférence est une mort symbolique de la connexion que vous aviez. Psychologiquement, être traité comme juste une personne de plus attaque directement l'ego et le sentiment d'importance. Nous voulons tous croire que nous laissons des marques significatives sur les personnes qui passent par notre vie, surtout celles avec qui nous avons eu des relations intimes. Nous voulons croire que nous étions spéciaux, uniques, mémorables d'une certaine manière. Lorsque vous la traitez avec cette indifférence casuale, vous communiquez qu'elle n'a pas laissé de marque permanente, que vous n'êtes pas émotionnellement attaché à elle, qu'elle n'est qu'un autre chapitre dans une longue histoire où il y aura beaucoup d'autres chapitres probablement plus importants.
Cette perception est profondément perturbante car elle défie le narratif d'importance qu'elle a construit dans sa propre tête. Elle s'attendait à être inoubliable, s'attendait à ce que vous portiez son souvenir de manière significative, s'attendait à ce que sa présence cause encore une forte réaction en vous, qu'elle soit positive ou négative. Lorsque vous n'offrez rien de tout cela, lorsque vous ne réagissez simplement pas émotionnellement à sa présence, vous la forcez à confronter la possibilité qu'elle était plus remplaçable qu'elle ne voudrait l'admettre. L'impact de cette attitude est amplifié si vous êtes visiblement bien, si vous êtes en compagnie d'autres personnes, si vous êtes clairement à l'aise et heureux dans l'environnement. Lorsqu'elle voit que vous riez avec des amis, conversez avec animation, complètement à l'aise et sans aucun malaise apparent avec sa présence là, cela contraste violemment avec toute fantaisie qu'elle aurait pu avoir que vous étiez encore bouleversé, évitiez encore les endroits où elle pourrait être, structuriez encore votre vie autour de son absence. Vous existez simplement dans le même espace qu'elle sans que cela ait aucune signification émotionnelle pour vous. Et cette normalité est une déclaration puissante de dépassement complet. Elle réalise que vous ne faites pas semblant d'aller bien pour l'impressionner, vous allez vraiment bien, et sa présence est non pertinente pour votre état émotionnel. Il n'y a pas de performance, pas de jeu, pas de tentative de provoquer une réaction chez elle. Vous ne pensez simplement pas assez à elle pour vous soucier de l'impression que vous causez. Et cette perception qu'elle est complètement sortie de votre radar émotionnel, qu'elle n'occupe plus aucun espace significatif dans vos pensées ou sentiments, la brise de l'intérieur d'une manière qu'aucune confrontation ou discussion ne pourrait. Parce qu'il n'y a rien contre quoi elle puisse argumenter, aucune colère qu'elle puisse transformer en votre culpabilité, aucune jalousie qu'elle puisse interpréter comme vous vous souciant encore. Il n'y a que l'indifférence froide et polie de quelqu'un qui a vraiment avancé. Et cette indifférence est la validation finale qu'elle a perdu quelque chose de précieux de manière possiblement irréversible. 19e attitude. Ignorez ces stories complètement. Ne visualisez pas, ne réagissez pas, ne commentez pas, n'interagissez d'aucune manière avec ces stories sur les réseaux sociaux. Laissez apparaître comme vues par des dizaines ou des centaines d'autres personnes, mais jamais par vous. Pendant qu'elles postent des photos dans de beaux endroits, des moments apparemment heureux, des réussites personnelles ou professionnelles, des changements de look, des insinuations subtiles ou explicites, vous ne voyez simplement rien de tout cela, ou du moins agissez comme si vous ne voyez pas. Cette absence complète d'engagement de votre part avec le contenu qu'elle publie communique sans équivoque que vous ne surveillez plus sa vie, que vous n'êtes plus intéressé par ce qu'elle fait ou comment elle se sent, que vous avez vraiment déconnecté d'elle non seulement physiquement mais aussi numériquement. Et à l'ère actuelle, où les réseaux sociaux fonctionnent comme des thermomètres constants d'intérêt et de pertinence, l'absence de votre nom dans la liste des visualisations est un message criant d'indifférence qu'elle ne peut ignorer ou rationaliser autrement. La tentation de visualiser ces stories va être énorme, surtout les premiers jours et semaines. Vous allez vouloir savoir comment elle va, si elle souffre ou est heureuse, si elle est avec quelqu'un, si elle poste quelque chose sur vous même indirectement. Mais chaque fois que vous visualisez, vous lui donnez exactement ce qu'elle veut, la confirmation que vous faites encore attention, êtes encore intéressé, êtes encore émotionnellement impliqué suffisamment pour suivre sa vie même à distance. Pire encore, beaucoup de plateformes montrent qui a visualisé les stories, donc elle sait exactement quand vous avez vu, peut suivre vos patterns de visualisation, peut même utiliser cela pour manipuler en postant des choses spécifiques pour provoquer des réactions chez vous. Lorsque vous brisez ce cycle, lorsque vous arrêtez simplement de visualiser complètement, vous coupez ce cordon ombilical numérique qui vous maintenait connecté même après la rupture physique. Vous déclarez une indépendance numérique complète, démontrant que sa vie n'est plus quelque chose que vous suivez ou qui a de la pertinence pour votre quotidien. Psychologiquement, être ignoré numériquement est particulièrement douloureux car les réseaux sociaux sont devenus des extensions de notre identité et des mécanismes de recherche de validation constante. Lorsqu'elle poste quelque chose, qu'il s'agisse d'une belle photo, d'une réussite, d'un moment apparemment heureux, il y a toujours une audience implicite à l'esprit. Et dans le cas de quelqu'un qui vient de sortir d'une relation, l'ex est fréquemment l'audience principale, même inconsciemment. Elle veut que vous voyiez qu'elle va bien, qu'elle est désirée, qu'elle vit sa meilleure vie, que vous avez fait une erreur en ne vous battant pas pour elle ou qu'elle a fait le bon choix en vous quittant. Lorsque vous ne visualisez rien de tout cela, lorsque votre nom n'apparaît jamais dans cette liste, toute cette performance perd son public principal. C'est comme jouer dans une pièce de théâtre où le siège de la personne la plus importante est vide. Vous continuez à jouer, mais avec la conscience perturbante que le message n'est pas reçu par la personne pour qui vous vouliez le plus qu'il arrive. Et plus le temps passe sans que vous visualisiez, plus elle se questionne. Est-ce qu'il ne voit vraiment pas ou est-ce qu'il voit depuis un autre compte? Ne se soucie-t-il vraiment pas ou fait-il un effort pour ne pas voir? A-t-il avancé si complètement qu'il n'a même plus de curiosité sur ma vie? Le pouvoir de cette attitude se multiplie lorsqu'elle est combinée avec vous postant votre propre vie normalement, vos activités, vos réussites, vos moments sociaux, tout en ignorant simultanément complètement son contenu.
Cela crée une asymétrie brutale. Vous vivez publiquement, partagez votre parcours, mais n'êtes clairement pas en train de consommer son contenu. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux, donc ce n'est pas une question que vous soyez complètement déconnecté. C'est un choix délibéré de ne pas suivre sa vie spécifiquement. Et ce choix est une déclaration puissante. Elle réalise que vous avez du temps et de l'attention pour vos propres activités, pour vos amis, pour votre croissance, mais pas pour elle. Que vous êtes engagé numériquement avec le monde, mais l'excluez délibérément de cet engagement. Et cette exclusion spécifique, cette absence conspicue de votre intérêt, corrode sa tranquillité d'esprit de manière constante et progressive. Chaque story qu'elle poste et que vous ne voyez pas est un rappel que vous avez avancé, qu'elle n'est plus pertinente pour vous, que l'attention et l'intérêt que vous aviez pour elle ont été transférés vers d'autres choses et personnes. Et éventuellement, cette conscience qu'elle est devenue complètement non pertinente numériquement pour vous la brise suffisamment pour qu'elle brise le silence, essaie de reprendre contact, cherche à récupérer ne serait-ce que l'attention que vous lui consacriez, et éventuellement admette le regret d'avoir perdu quelqu'un qui a réussi à se déconnecter si complètement au point de n'avoir même plus de curiosité résiduelle à son sujet. 20e attitude, aimez-vous vraiment? C'est l'attitude la plus importante de toutes, la fondation sur laquelle toutes les autres se soutiennent, et paradoxalement, la plus difficile à exécuter car ce n'est pas une performance externe mais une transformation interne profonde. S'aimer vraiment signifie développer une relation authentique et saine avec soi-même, où vous reconnaissez votre valeur intrinsèque indépendamment de la validation externe, où vous prenez soin de votre santé physique et mentale avec le même dévouement que vous consacreriez à quelqu'un que vous aimez profondément, où vous établissez des standards élevés pour comment vous permettez d'être traité parce que vous savez que vous méritez du respect et de la considération. Ce n'est pas du narcissisme ou de l'arrogance, c'est la reconnaissance équilibrée que vous êtes précieux, unique, méritant d'amour et de bonheur, et que votre complétude en tant que personne ne dépend pas d'être en relation avec quelqu'un de spécifique. Lorsque vous vous aimez vraiment, toutes les autres attitudes de cette liste cessent d'être des stratégies que vous exécutez pour reconquérir quelqu'un et deviennent simplement l'expression naturelle de qui vous êtes. Quelqu'un qui se valorise trop pour accepter moins que ce qu'il mérite. S'aimer vraiment se manifeste dans des actions concrètes et cohérentes. Vous investissez dans votre santé physique parce que vous respectez votre corps et voulez qu'il fonctionne de la meilleure manière possible. Vous vous entraînez non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que vous méritez de vous sentir fort et vital. Vous investissez dans votre santé mentale à travers la thérapie, la méditation, la lecture, la réflexion, parce que vous valorisez votre paix intérieure et votre équilibre émotionnel. Vous investissez dans votre croissance professionnelle parce que vous croyez en votre potentiel et voulez réaliser vos ambitions. Vous cultivez des amitiés de qualité parce que vous reconnaissez que vous méritez d'être entouré de personnes qui vous valorisent et vous élèvent. Vous développez des hobbies et des intérêts parce que vous voulez avoir une vie riche et intéressante, indépendamment de la partager avec un partenaire romantique. Vous établissez et maintenez des limites saines parce que vous savez que permettre aux autres de vous manquer de respect est une forme d'auto-trahison. Toutes ces actions, lorsqu'elles sont faites de manière cohérente, non par obligation mais par amour authentique pour soi-même, vous transforment en une personne fondamentalement différente, plus forte, plus confiante, plus équilibrée, plus attirante dans tous les sens. L'impact psychologique de quelqu'un qui s'aime vraiment est magnétique et transformateur. Lorsque vous vous aimez vraiment, vous rayonnez une énergie de complétude et de confiance en soi qui est impossible à falsifier et irrésistible à ignorer. Vous n'avez pas besoin de validation externe parce que votre validation vient de l'intérieur. Vous n'acceptez pas de miettes d'attention ou d'affection parce que vous savez que vous méritez le banquet complet. Vous ne tolérez pas le manque de respect ou la manipulation parce que vous avez des standards clairs basés sur l'amour-propre. Vous ne poursuivez pas celui qui s'éloigne parce que vous comprenez que les bonnes personnes voudront rester. Et forcer quelqu'un qui ne veut pas être prêt est une violation de votre propre valeur. Lorsqu'elle observe cette transformation en vous, cette évolution de quelqu'un qui cherchait peut-être la validation dans la relation à quelqu'un qui est auto-validé et complet, le contraste est dévastateur. Elle réalise que vous n'avez pas seulement survécu sans elle, vous avez prospéré, vous êtes devenu une version améliorée de vous-même, et que cette amélioration ne s'est pas produite malgré son absence, mais possiblement à cause d'elle, parce que vous avez été forcé de vous tourner vers l'intérieur et de construire une relation saine avec vous-même. L'amour-propre véritable vous protège également de commettre les mêmes erreurs à nouveau. Lorsque vous vous aimez vraiment, vous n'acceptez pas quelqu'un en retour juste par peur de la solitude ou par attachement au passé. Vous évaluez de manière critique si cette personne ajoute vraiment de la valeur à votre vie, si elle vous traite avec le respect et la considération que vous savez que vous méritez, si elle est disposée à faire le travail nécessaire pour qu'une nouvelle relation soit saine. Si elle finit par revenir repentante, votre amour-propre vous donnera la clarté nécessaire pour évaluer si l'accepter est une décision sage basée sur de vrais changements et une compatibilité réelle, ou si ce serait simplement répéter d'anciens modèles par confort ou commodité.
Et paradoxalement, c'est justement cette sélectivité, cette disposition à rester seul plutôt que d'accepter une relation inadéquate, qui lui fait réaliser combien vous avez changé et grandi. Elle voit que vous êtes devenu quelqu'un qui se valorise vraiment. Et il y a quelque chose de profondément attirant là-dedans, la conscience que si elle réussit à vous récupérer, elle sera en train de conquérir quelqu'un de haute valeur, quelqu'un qui ne se donne pas facilement, quelqu'un qui doit être mérité. Et c'est ainsi, à travers l'amour-propre authentique et inébranlable, que vous ne la reconquérez pas seulement possiblement, mais plus important encore, vous garantissez que toute relation future avec elle ou avec toute autre personne sera construite sur des bases saines de respect mutuel et de valeurs reconnues, pas sur le besoin, la dépendance ou la faible estime de soi. Si cette vidéo a du sens pour vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez gratitude. Cela aide l'algorithme à diffuser ce message à d'autres hommes qui ont besoin de connaître les enseignements de notre chaîne. Chaque interaction renforce cette mission d'ouvrir les yeux et de restaurer l'estime de soi masculine. Merci d'être ici. Continuez à suivre, parce que chaque jour nous apportons des réflexions et des outils pour vous aider à récupérer le contrôle émotionnel et devenir votre meilleure version. Un grand salut et à la prochaine vidéo.